26 ans, je suis professeur de français, diplômé de lettres. Marcheur est mon premier livre publié. Bon, pas première tentative d'écriture, mais mon premier livre publié chez Québec Libre. Donc je pense qu'on y reviendra. J'ai un parcours assez atypique pour la publication de ce premier ouvrage. Cette année, je vais en Écosse et j'ai vécu en Irlande, donc un pays qui a beaucoup compté dans le processus d'écriture en tout cas. J'ai fait un bref passage par l'école de police, assez bref, très bref, mais qui m'a permis de découvrir des choses et d'ouvrir les yeux sur certaines réalités qui, de toute façon, ont eu et ont une influence sur mon écriture, de manière définitive. Résumé marcheur, oui. Alors, le problème, c'est que si je vais trop loin, je vais complètement détruire l'intrigue. Et dans un roman, un thriller, concrètement, c'est pas top. Pour faire simple, Marcheur, c'est le nom d'une milice ultra-violente, qui appartient à l'univers un petit peu souterrain, chtonien, underground, tout ce que vous voulez. Marcheurs sont donc des miliciens qui, entre autres, tuent des gens, on ne sait pas du tout pourquoi, et l'histoire est concentrée sur un marcheur qui arrive à Lyon, et l'Inkipit s'ouvre sur un meurtre très simple. On ne sait pas du tout pourquoi, et petit à petit on découvre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est amené à tuer ces gens. On se rend compte aussi que on est dans un futur très proche, petit à petit, en regardant les informations par exemple. Et puis, au fil de l'intrigue, euh, apparaît tout doucement des nuances de fantastique, des touches de fantastique qui viennent un petit peu colorer l'histoire. Ce qui aboutit en fait à un roman, un bon mélange des genres, on va dire. Un bon gros mélange des genres. La jeunesse de Marcheur. Ce projet, est-ce que ça fait longtemps? Oui, pour être honnête, j'avais beaucoup de brouillons de cet ouvrage, enfin de l'ouvrage, ce qui allait devenir Marcheur, beaucoup d'idées, de pistes, mais finalement je l'ai écrit assez vite. En comparaison d'autres projets que j'ai eu avant, ça s'est fait en 1 an et demi en gros, Marcheur. Donc je suis allé assez vite. Il m'a fallu du temps et j'ai dû m'impliquer beaucoup parce que il s'agissait pour moi dans mon travail d'auteur d'un tournant. Je m'explique, ce qui a amené en fait à la création de Marcheur, c'est qu'à l'origine j'étais essentiellement concentré quand je commençais à écrire. J'imaginais des grands cycles de fantasy qui faisaient quoi? Au minimum 8000 tomes, 850 pages, 350 généalogies, du Zola, du Tolkien, nickel. Non, non, non. À un moment je me suis calmé, je me suis dit je suis qu'un jeune auteur, même pas encore publié. On va essayer d'être premièrement honnête, réaliste et essayer avec ces deux ingrédients d'y insérer de la passion et de la puissance. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Marcheur. C'est à la base, l'honnêteté est totalement essentielle. Et finalement, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est par modestie que j'ai commencé à écrire Marcheur. Donc je l'ai fait vite, mais avec les tripes. Alors ça, c'est toute une aventure. Mon but, c'est pas de casser du sucre sur le dos des éditeurs français, de remettre en cause tout le système, de faire une révolution, non. Ce que je vais simplement dire, c'est l'expérience que moi j'ai eue en tant que jeune auteur qui cherchait à se faire publier comme finalement beaucoup d'autres personnes. J'ai fait, une fois que le roman était terminé, je l'ai terminé à l'école de police d'ailleurs, j'ai fait 75 maisons d'édition en France. 75, c'est-à-dire que ça va des éditions spécialisées dans la fantasy, le polar, enfin la SFF quoi, littérature de genre, même avec des maisons d'édition généralistes. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai visé large. J'ai payé très cher aussi. Et je pense que tous les gens qui veulent se faire publier connaissent ce problème. C'est-à-dire qu'il y a des maisons d'édition françaises qui demandent une impression papier, qui ne répondent pas avant 1 an, parfois 2 ans. Euh, Ça coûte très cher d'imprimer un manuscrit. S'il faut en envoyer à 30 maisons d'édition, c'est pas possible. C'est une pure aberration à l'ère du numérique. Je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. Et puis c'est pas écologique. Donc bon. Euh, J'en ai eu marre et mon père m'a suggéré, mon père m'a dit, tu devrais regarder ce qui se fait au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, c'est un public qui est très consommateur de science-fiction, fantasy, fantastique, polar. Ce sont des gens qui ont une toute autre mentalité. Je m'explique, du moins c'est l'expérience que j'ai eue, ce ne sont pas nécessairement des littéraires, mais ce sont des commerciaux. Et c'est une très très bonne chose, parce que s'ils sentent que le livre va être porteur, vendeur,
que vous soyez jeune auteur ou un auteur confirmé, ils mettent le paquet. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'ai eu un contrat qui est très intéressant par rapport à ce qui se fait dans la majorité des cas en France. J'ai eu le bénéfice d'être distribué, diffusé par Interforum, qui est quand même, c'est pas rien, dans l'édition française. Donc j'ai vu mon livre sortir au Québec le 20 mars et le 20 août en France. Et si je dis pas de bêtises, en Belgique et en Suisse aussi, à 3000 exemplaires. Ce qui est bien pour un premier ouvrage par rapport à ce qu'on m'a proposé en France, par la suite, je vais y venir, c'est très bien. Alors, hasard ou pas, dès que j'ai signé chez Québec Livre, les maisons d'édition qui m'avaient refusé ou qui m'avaient ignoré en France dans un premier temps se sont manifestées. Vous voyez, c'est un peu bizarre, et d'autant plus que leur contrat était pas très intéressant, donc je suis bien sûr resté chez Québec Livre. Mais il y a quand même quelque chose de paradoxal. Il y a un marché, il y a des lecteurs, il y a des auteurs en France pour la littérature de genre. Mais non, ça passe pas. Donc mon paradoxe, c'est de passer par le Québec pour revenir sur les rayons de la FNAC, par exemple. Alors que j'aurais pu tout simplement faire de Lyon à la FNAC. Bon, ça m'arrange, je sors dans plusieurs pays. Mais quelque part, il y a quelque chose de paradoxal. Et j'invite, je pense, ça ne veut pas dire que je fais l'apologie ultime du Canada, mais j'invite vraiment les jeunes auteurs qui n'arrivent pas à se faire publier en France à regarder ce qui se fait outre-Atlantique, au Québec. C'est-à-dire qu'en France, il y a des éditions comme Brajlon, Les Moutons électriques, etc., qui sont spécialisées dans ce domaine. Euh, cependant, il est vrai que c'est un genre qui est encore considéré comme mineur, alors que ça fait des années que Tolkien est étudié dans les facs anglaises et que Philippe Cadic est étudié dans les facs canadiennes, par exemple. C'est toujours un genre mineur. Alors, pourquoi ? Eh bien, je pense qu'en France, notre principal défaut, c'est d'être hermétique. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'ouvrir à la création et à considérer comme littérature quelque chose de nouveau, de jeune et de dynamique. Euh, ça sous-entend qui vous comprendrez, il n'y a pas de problème. On a peut-être peur de laisser une chance à ce genre de littérature qui ne vient pas concurrencer Alfred de Musset et Zola, mais qui est simplement qui est juste différente. La preuve en est dans les facultés. Maintenant, ça vient petit à petit. On trouve des travaux de mémoire ou de thèse sur Tolkien, par exemple, aussi bien sur d'autres auteurs. Mais c'est timide, ça avance doucement. Le constat, c'est que j'ai l'impression qu'on a peut-être 30 ans de retard par rapport aux anglo-saxons, et donc aussi aux Québécois qui là-dessus sont plus sur le modèle anglo-saxon. Et exemple, on a très peu de creative and writings à la fac, ça n'existe quasiment pas en France, ça commence timidement. Euh, bon, euh, oui, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on est beaucoup trop hermétique. Ce sont des cours où on apprend à écrire en fait. Et de ces cours-là, eh bien, ça forme des scénaristes, ça forme des auteurs, des écrivains, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est très très populaire chez les anglo-saxons. Bien sûr, écrire, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné, hein. Ça tombe pas de nulle part. Soit on travaille tout seul en ayant un petit peu de discipline, en lisant beaucoup. De fait, la fac peut être très formatrice, même si c'est pas une fin en soi. Mais par exemple, on en a peu en France de ces cours d'atelier d'écriture créative en fait. Et c'est fâcheux. Et c'est très fâcheux. Donc le constat, c'est il faut qu'on arrête, je dirais, de chanter systématiquement le passé et savoir envisager le futur et l'avenir de manière plus détendue. Et avoir confiance en les jeunes auteurs. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rebute quant au genre de la fantaisie ? Il n'y a pas que la fantaisie qui est victime de ça, il y a le fantastique, le polar aussi. Bien entendu, ce qu'on appelle littérature de genre, ou terme que je n'aime pas du tout, paralittérature, qui est bien représentatif de la pensée. Souvent, on parle de paralittérature, mais pas de littérature. C'est très embêtant. Intrinsèquement, oui, mais c'est dommage, parce que finalement, la fantaisie, c'est quoi ? C'est de l'épique, tout simplement. Et ça fait combien de temps ? Ça fait des millénaires qu'on écrit de l'épique. C'est pas l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, c'est quoi ? C'est un récit épique. Il y a quelque chose de fantaisie dans l'Iliade. Il y a un souci toutefois qui est vrai, c'est qu'on va, et
on va avoir tendance à trouver sur les rayons français, essentiellement concernant la littérature de genre, des ouvrages destinés aux jeunes ou aux jeunes adultes, mais très peu aux adultes. Preuve encore, voilà, on ne considère pas ça comme un genre sérieux. Ce qui est une erreur, parce qu'il suffit de lire par exemple Jaworski pour comprendre que, ou je pense à d'autres, comme Stéphane Beauverger ou même Damasio, pour se rendre compte qu'à quel point la SF ou la fantasy ou le fantastique ou tout ce que vous voulez, c'est pas un genre mineur, c'est pas un genre qui est nécessairement rédigé pour un jeune public. Ça peut être quelque chose de très sombre, de très profond, digne des plus grandes littératures et qui s'adresse à un public plus mûr. Alors, chez les francophones, j'en ai deux. J'ai deux maîtres, si je puis me permettre de dire ça. Jaworski, oui, il fait partie de, pas directement pour Marcheur, puisque je l'ai découvert quasiment à la fin de la rédaction de mon ouvrage, mais c'est une référence pour moi, et son influence, je pense, se fera peut-être sentir dans le tome 2 de Marcheur. Je suis immensément, si on peut dire ça, inspiré par Dantec. Alors un auteur qui est extrêmement polémique. Mon but ici n'est pas de faire de la politique, simplement de regarder ses qualités intrinsèques d'auteur, sa poétique. Je la trouve absolument sublime. Je trouve que c'est un écrivain qui a vraiment quelque chose d'assez unique dans sa façon d'écrire, notamment dans ses constructions syntaxiques, mais c'est un détail. Oui, qui m'a influencé énormément. Chez les anglo-saxons, ce sera Dan Simmons. Ce sont un peu mes trois grands maîtres, si on peut dire ça. Si je comprends le sous-entendu, c'est pas aussi quelque part un petit peu un essai politique. Alors, oui, forcément, quand on fait de l'anticipation, on ne peut pas ignorer les questions de politique. C'est pas possible. Mais bon, tout d'abord, je tiens à dire, Marcheur n'est pas un roman politique, mais qui se sert d'anticipation comme une toile de fond dans laquelle s'inscrivent le récit fantastique et policier à proprement parler. Alors, pour être totalement honnête, oui, c'est vrai que la France qui apparaît dans ce récit, c'est une France qui est sclérosée, cancéreuse, c'est une France malade. J'ai utilisé plusieurs figures de style pour décrire ça. C'est une France qui est mourante. Et c'est une France dans 10 ou 15 ans. Après, je prétends pas incarner la vérité, dire ça va être comme ça va être comme ça. Non, c'est simplement une piste que j'ai explorée, une piste pessimiste, une piste triste quand même. Ouais, il y a de l'angoisse. Ouais, je pense que je peux le dire que là, pour le coup, le jeu narrateur rejoint le jeu à auteur. Ouais, il y a un petit peu d'angoisse, fondamentalement. Je pense que je suis angoissé de ce point de vue-là. Euh, après, il n'y a pas non plus que les ténèbres. Il y a quand même la lumière. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Ça l'était pour moi aussi et pour le personnage aussi. Ah, c'est une frontière qui est très compliquée. Le personnage a un rapport schizophrène à peu près avec tout, concrètement. Et alors moi, j'ai été très 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 brièvement dans la police, mais c'était suffisant pour m'inspirer beaucoup de choses. Je m'explique. Par exemple, le personnage, à la fois un héros, à la fois un malfrat, à la fois un protecteur, à la fois proche des dealers. Nécessairement, par exemple, il va avoir un rapport complètement délirant avec la police. Ce personnage ne peut pas être dans la loi. Il est poursuivi par la police. C'est pour ça on tombe sur des scènes où il affronte la police. Il en blesse, c'est violent. Donc il est clairement dans un rapport de malfrat vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais, mais j'ai tellement souffert quand j'ai écrit cette scène, parce que je savais que j'entrais en école de police, et je me suis dit, mais qui suis-je moi pour faire de mon héros un malfrat qui tape sur des policiers. C'est pour ça, j'en dis pas plus, que j'ai ressenti le besoin de punir mon personnage à la fin du roman par rapport à cette action. C'est un personnage qui est candide. C'est un personnage il a un côté, pour le coup, jeune adulte, il a un côté candide. Il est désespérément à la recherche de lumière, d'amour, de beau. Et à la fois, il est dans les ténèbres les plus absolues, dans les méandres, les tréfonds, dans la saleté, la crasse. Euh, il se considère à la fois comme un policier, une espèce de super policier. Il se bat contre les policiers. Il veut faire le bien
mais ça se passe pas du tout comme prévu et c'est pas drôle du tout. Schizophrénie totale. Mais finalement, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que d'écrire quelque chose de totalement manichéen où les frontières ne seraient pas poreuses. Bah, parce que c'est original. Tout simplement. Lyon, c'est pas on retrouve pas Lyon nécessairement partout dans les livres. Alors New York, Washington, bien entendu, Paris, évidemment, plein de fois. Mais si on regarde de près, il y a beaucoup de choses intéressantes à Lyon. Et Lyon était concrètement le terrain de chasse idéal pour ancrer le récit. Et ce, de plein de manières différentes. Et pourquoi Lyon? Au-delà aussi de cette volonté d'être original. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, dans ma démarche, je voulais être honnête. C'est-à-dire que je voulais pas m'amuser à inventer une ville avec ses codes, ses lois, sa société. Qu'est-ce que je connais? Lyon, je connais très bien Lyon. Le quartier de Saint-Jean, je peux l'arpenter les yeux fermés en marchant à l'envers, il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit, maintenant, je veux jouer avec la vraisemblance. Je veux faire croire que c'est vrai. C'est la poudre de Merlin-Pimpin, c'est la magie de l'écrivain, c'est génial. Et je connais très bien Lyon, donc je vais pouvoir leurrer le lecteur. Il va encore plus facilement gober le fantastique si tout ce qui est autour de lui est plausible, parce que je le connais. Et ça, c'est l'honnêteté dans l'écriture qui est très importante, et qui est d'autant plus importante quand, justement, on écrit de la fiction, et encore plus de la littérature de genre. Oui, c'est par honnêteté. Lyon, ça ne veut pas dire que tous mes romans se passeront à Lyon, mais je trouvais que c'était aussi un bon exercice pour moi de me confronter à cette ville qui a énormément de choses à offrir. C'est un terrain de jeu, c'est un terrain de chasse. Pour un écrivain, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est intéressant parce que, concrètement, oui, hein, j'écris en musique. Le métal occupe une place fondamentale dans mon écriture et elle l'occupera toujours. Ça, c'est une évidence. La musique métal est quelque chose d'inhérent à mon écriture. Même sur des scènes d'amour, ça peut sembler bizarre, mais c'est possible. Oui, le métal en particulier occupe une place centrale. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la colonne vertébrale, mais c'est ce qui vient donner substance, entre autres, à l'écriture, et c'est une part importante du processus d'écriture. On retrouve dans le métal, je trouve, euh, la colère, ce que j'aime bien dire, c'est un peu pédant, mais la colère de la mélancolie. Que ce soit le métal le plus violent possible ou le métal le plus doux possible, il y a toujours ce qu'on appelle la colère de la mélancolie. Et ça, quand on écrit de la littérature de genre, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. Cependant, il n'y a pas que le métal, c'est la musique en général qui occupe une place importante. La musique pour faire croire que c'est vrai, donc ça peut être des tubes qui passent maintenant. La musique aussi électro, qui est intéressante. Pourquoi quand on écrit du polar, par exemple, mélanger le polar et l'électro, ça peut être très intéressant. En vrai, les possibilités sont infinies lorsqu'on combine l'écriture et la musique. Et à nouveau, c'est passionnant. Oui, il y a une playlist. Il suffit de taper sur YouTube les mots courants, marcheurs, et puis il y a une playlist des morceaux qui sont utilisés dans le... Alors, qui viennent en fait ponctuer les péripéties du narrateur, puisque le narrateur, bien sûr, écoute de la musique. Toutes les musiques qui sont soit dans le fond, soit directement écoutées par le narrateur, absolument tout. Oui, tout est dans la playlist et c'est fait de manière chronologique. C'est-à-dire vous commencez avec Metallica pour la première et ça avance petit à petit dans l'ordre du roman. Ouais, 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 bien sûr. C'est au-delà de ça. Très personnellement, quand j'écris, le processus d'écriture, je vois comme une succession de plans, comme au cinéma. Et si par exemple ça va être un plan séquence, il va falloir se démerder pour que sa scène ressemble à un plan séquence. Une succession de plans, parfois une succession de planches, voire, donc comme la BD, voire aussi des planches de manga, ou encore même des tableaux. De toute façon, moi, comme j'écris, c'est visuel, c'est très important. Déjà parce que c'est moins ennuyeux pour le lecteur, c'est moins ennuyeux pour moi, et puis c'est là où, en gros, j'ai le plus grand plaisir à écrire, c'est ça. C'est ce rapport avec quelque chose de très, très visuel. Et je suis plutôt content parce que dans l'ensemble, on m'a dit, oui, votre ouvrage, eh ben, il a quelque chose de visuel. On a l'impression que ça pourrait être un film, ça pourrait être une série. Alors je pense que le rêve de beaucoup d'écrivains, c'est de se faire adapter au grand écran ou sur petit écran via les séries.
On croise les droits, pourquoi pas. Mais après, j'ai pas écrit dans le but de dire voilà, je vais faire une adaptation cinématographique. C'est juste que mon écriture est visuelle et qu'elle a vocation à y rester. La suite de Marcheur donc, est en cours d'écriture. J'ai avancé un bon tiers de cette affaire. Euh, je pense, j'espère, j'ose croire rendre mon manuscrit à donc, mon éditeur pour le printemps, s'il est Dieu ou si la déesse nous accompagne. Ouais, pour printemps, et puis après en fonction des délais inhérents à l'impression, la correction, etc. Mais oui, je pense le terminer pour printemps. Je pense que ce sera une grosse surprise. On va dire c'est très bien ou on va me lapider. Ce sera soit l'un, soit l'autre. C'est un gros risque que je prends pour le 2, mais de toute façon le 1 était déjà un risque. Ne serait-ce qu'au regard du vocabulaire très cru que j'utilise, de fricoter un petit peu avec la politique, etc. Je savais que ce livre était un risque. C'est peut-être pour ça aussi qu'en France c'était problématique de se faire publier. Après c'est pas grave, il faut jouer avec le risque, c'est plaisant. Donc le 2 est un gros coup de poker, mais on va y croire. A priori seulement 2 tomes. J'ai d'autres projets pour la suite, mais pour l'instant on va dire 2 tomes. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup de m'avoir reçu, de m'avoir donné la chance de m'exprimer. C'est d'autant plus touchant lorsqu'on est un jeune auteur, tout jeune auteur, un bleu concrètement, pour un premier livre. C'est d'autant plus gentil que ça me permet de m'exprimer et je pense que ce que j'ai pu dire concernant les soucis que rencontrent d'autres auteurs qui cherchent à se faire publier, eh bien c'est quelque chose, ils vont se retrouver dedans, c'est des choses qui existent, sont des problèmes qui sont vraiment fondamentaux et malheureux. Donc merci beaucoup de m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer, à la fois de vendre mon livre et à la fois d'avoir poussé mon coup de gueule. Merci beaucoup.